Bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme convenu. On va traiter d'un sujet aujourd'hui qui intéresse énormément de personnes. Tout le monde veut se lancer, tout le monde veut être rentier à 45 ans, tout le monde veut avoir un patrimoine immobilier important. Vous savez de quoi je vais parler, c'est de l'investissement locatif. Allez, c'est parti. Donc c'est bien de vouloir se lancer dans l'investissement locatif, mais avant de se lancer, il faut se renseigner un minimum. Pour ça, je vais vous donner un certain nombre de bases, des choses assez simples, des modes de calcul, des différences entre différents types d'investissements. Après, sur des choses un petit peu plus précises, il faudra se faire accompagner d'un professionnel, c'est quand même mieux. Mais là, en l'occurrence, je vais vous donner un certain nombre de bases. La première chose à savoir, c'est se poser la question, quel type d'investissement on veut faire. Est-ce qu'on veut faire, je vais différencier deux modes de fonctionnement, l'investissement et le placement. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est quoi la différence? Le placement financier, c'est un placement d'argent sur une valeur sécurisée, à peu près stable, où il n'y a pas de gros risques. Alors, il n'y aura pas des gains énormes, mais il n'y a pas de risque de perte, ou très peu de risque de perte. Alors, qu'est-ce que c'est un placement, par exemple? Un placement, dans l'immobilier, ça va être acheter un appartement en hypercentre, par exemple, dans les hypercentres-villes. En soi, pas une grosse rentabilité, parce qu'on va acheter un petit peu plus cher que si on était excentré, mais peu de risques que le marché se casse la gueule. Donc en soi, placement sécurisé. D'accord? On ne fait pas des gros gains, mais on place son argent dans un lieu sécurisé. Deuxième type de projet, c'est de l'investissement. Donc en recherche de rentabilité. On achète un bien dans un secteur un petit peu moins stable, un petit peu moins sûr et sécurisé, on va dire. Donc en périphérie des centres-villes, mais on va acheter moins cher. Vu qu'on achète moins cher et qu'on va louer grosso modo dans les mêmes montants, à peu de choses près, on sera forcément un petit peu plus rentable. D'accord? Donc ça, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce que je veux faire de mon argent? Est-ce que je veux placer de l'argent de manière sécurisée sans du coup trop gagner, pas beaucoup de rentabilité derrière? Ou est-ce que je veux au contraire aller dans des secteurs un petit peu plus risqués, mais où la rentabilité sera plus intéressante? Donc ça, c'est la première question, en fonction de votre projet. Rien ne vous empêche d'ailleurs de cumuler les deux, c'est-à-dire rien ne vous empêche de diversifier votre portefeuille en ayant les deux. Ce n'est pas un problème. Ok? Deuxième élément important à savoir et à prendre en considération, vous n'aurez pas le même type de rentabilité et le même type de clientèle en fonction des logements que vous achèterez, des biens que vous achèterez. Plus c'est la règle simple dans l'immobilier, c'est plus c'est petit, plus c'est rentable. Et plus c'est grand, moins c'est rentable. Hormis pour de la colocation, j'y viendrai après, où là c'est encore un petit peu différent, mais sur de la location classique, plus c'est petit, plus c'est rentable, plus c'est grand, moins c'est rentable. Un studio T1, par exemple, sera le plus rentable, parce qu'on va acheter un peu moins cher, les coûts de la location seront quand même assez élevés en fonction des villes, et à ce moment-là, on dégagera une rentabilité qui sera intéressante. L'inconvénient, c'est qu'on risque d'avoir un turnover qui sera un petit peu plus important, parce que la clientèle à qui on va s'adresser sera souvent une clientèle étudiante, ou alors par exemple des travailleurs détachés qui ont des missions particulières sur ce secteur-là à ce moment-là. Donc ce sera une cible, une clientèle un petit peu plus volatile, un petit peu plus instable. Donc il faudra s'attendre à faire des états des lieux d'entrée, faire des états des lieux de sortie plus régulièrement. D'accord? Mais voilà, c'est avantage et inconvénient. Après, le type 2, par exemple, donc type 2, une pièce de vie, une chambre, le type 2 sera le type de bien qui va être le meilleur compromis pour moi. C'est suffisamment rentable, on a une rentabilité qui reste correcte, un petit peu moins de turnover, parce qu'on peut rester un peu plus longtemps dans le bien, il y a une chambre fermée, donc c'est un petit peu plus sympa à vivre au quotidien. Voilà, c'est le bon compromis. Mais on perdra forcément un petit peu en rentabilité. Et après, plus on va grimper, donc après type 3, type 4, type 5, maison. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plus de stabilité, donc il y aura moins de turnover sur le bien. Par contre, on va perdre en rentabilité. Ça, c'est l'inconvénient de ce type de bien-là. Donc, on se tranquillise un petit peu, voilà, on se prend un petit peu moins la tête, mais effectivement, sur la rentabilité, ce sera moins intéressant. Alors, la rentabilité, je ne peux pas aujourd'hui vous donner des rentabilités type, parce que ça dépend de chaque ville. J'ai envie de vous dire que achetez pas un studio à moins de 7-8%,
Et je vais vous donner la base de calcul parce que c'est pas très intéressant. Bon, après, ça vous donne une idée comme ça, mais en fonction des villes, il y a des villes où vous aurez du 12%, 14% de rentabilité, et des villes où vous aurez 5%, 6%. Donc c'est assez variable. Ça, ce sera à vous de vous renseigner en fonction de la ville dans laquelle vous voulez acheter. Ça, c'est essentiel. Alors justement, je vais inclure juste à côté de moi la base de calcul pour le taux de rentabilité. D'accord? C'est écrit, vous avez juste à faire votre calcul. Si vous avez les éléments montant du loyer, puis après prix d'achat, vous le savez forcément, mais ça vous donnera déjà une idée sur le taux de rentabilité. Alors on parle de taux de rentabilité net, de taux de rentabilité brut. On peut faire un petit taux un peu à cheval entre les deux, où vous allez ajouter à votre prix de revient les frais de notaire, les éventuels travaux, etc. Après, si on fait un vrai taux de rentabilité net, il y a tout un tas de choses à prendre en considération. Pareil, je vous inviterai à ce moment-là à vous rapprocher d'un professionnel où il y a tout un tas de sites qui existent pour faire ces calculs de rentabilité-là un petit peu plus précis. Donc ça, c'est à voir. Donc voilà, en fonction du type de bien qu'on va acheter, effectivement, la renta est différente. Après, d'autres projets, enfin d'autres idées peuvent venir. La colocation, où là, à ce moment-là, c'est différent. On achète des logements. Alors là, pour le coup, plus il y a de chambres, mieux c'est. Si vous avez des appartements avec 3 chambres, 4 chambres, même 5 chambres, en soi, c'est l'idéal parce qu'à ce moment-là, vous multipliez vos loyers, étant donné qu'on loue par chambre. Donc, c'est effectivement le plus intéressant. La problématique, on va dire, de la colocation, c'est qu'il faut arriver à trouver des colocataires ou qui se connaissent déjà dès le départ, comme ça on gagne du temps. La problématique étant que s'il y en a un qui part, il peut arriver que d'autres suivent. Après, on a aussi une éventuelle problématique de vacances, c'est-à-dire de locataires qui s'en vont à des moments pas forcément prévus, donc il faut rechercher de nouveaux locataires. Si vous avez loupé la période de recherche des locataires étudiants, par exemple, on peut se retrouver avec une chambre vide, donc ça peut être problématique. Mais effectivement, si le logement est plein, c'est là où vous risquez de dégager le plus de rentabilité. Imaginez, vous achetez un logement par exemple à 160 000 euros, vous louez chaque chambre à 450 euros par exemple. Imaginez la rentabilité, si vous avez 4 chambres à 450 euros, la rentabilité est plutôt intéressante. Donc là, en l'occurrence, sur ce type de bien-là, il y a des avantages comme les autres et des inconvénients. Ok ? Je vous invite également, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à négliger, à diversifier vos portefeuilles. Ne partez pas forcément que sur des studios, que sur des T2. Essayez d'avoir un peu de tout. L'idée ultime étant d'avoir un immeuble. Le gros avantage de l'immeuble, c'est d'avoir centralisé tous ces biens au même endroit, pas de copropriété, vous êtes à peu près tranquille là-dessus, pas de gestion des copropriétaires, parce qu'il y a certains copropriétaires malheureusement qui s'en foutent un petit peu, qui laissent leurs biens à l'abandon, qui font rien, qui entretiennent pas, etc., qui veulent pas payer même parfois. Donc c'est vrai que l'avantage d'acheter un immeuble, au moins vous êtes tranquille. Vous êtes tout seul, maître à bord. L'inconvénient, c'est que si demain il y a une toiture à refaire, c'est que pour vous, il y a des communs à refaire, c'est que pour vous, façade pareil, on est tout seul. C'est comme si vous achetiez une maison. Donc vous devez vous débrouiller tout seul. Donc ça, si vous arrivez dans les villes dans lesquelles vous cherchez, si vous arrivez à trouver un immeuble pas très très cher, ça peut valoir le coup. Il faut quand même être suffisamment confiant, faut savoir maîtriser, il faut avoir aussi, dans la ville dans laquelle vous souhaitez vous implanter, un minimum de carnet d'adresses. Alors, qu'est-ce que j'entends par carnet d'adresses ? C'est un minimum de contacts artisans, entrepreneurs, qui peuvent vous régler des éventuels problèmes que vous pourriez avoir dans des immeubles ou dans des apparts. Donc ça, c'est quand même important. Quand vous arrivez dans une ville où vous ne connaissez personne, vous souhaitez y investir, vous n'avez pas de contact d'artisans, il suffit que les artisans vous voient venir, sentent que vous n'êtes pas du coin et sentent que vous êtes un peu en urgence parce que vous avez un problème dans un logement, ils peuvent tout à fait s'en servir pour vous mettre une louche sur le devis qu'ils vous feront. Donc ça, il faut effectivement faire attention, se renseigner un petit peu en amont, pas y aller comme ça, de la tête la première, il faut se renseigner un minimum pour avoir un carnet d'adresses. Ça, c'est essentiel. On a parlé clientèle, on a parlé type de bien, on a parlé rentabilité. Ne négligez pas non plus tout ce qui est travaux. On a tendance souvent à... alors, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui préfèrent des biens clés en main, d'accord ? Ils ne veulent pas trop se prendre la tête. Ils achètent, pas de travaux, je rentre le plus vite possible en location. C'est-à-dire que je rentre dans ma rentabilité le plus vite possible. D'accord ? Il n'y a pas de délai à attendre. Et après, il y a des gens qui préfèrent les travaux.
Alors clairement, ce n'est pas le sujet de la vidéo, la fiscalité, mais fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant de faire des travaux que de ne pas en faire. Si vous ne faites pas de travaux et que vous louez un appartement directement sans travaux, vous rentrez directement sur du revenu foncier, d'accord? Vous ne défiscalisez rien, c'est que de l'entrée, aucune sortie. Donc les impôts, ils aiment bien ça, hein, les impôts, ça sera vos copains, parce que à ce moment-là, c'est du revenu foncier qui vient s'additionner. Si vous n'avez pas un autre moyen de défiscaliser à côté, vous risquez de le payer un petit peu cher en impôts. Donc ça, il faut faire attention, il faut y réfléchir. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur des bases de la location. Je ne rentre pas forcément dans le détail parce que je vous invite, si vous avez des projets particuliers, à me contacter. Je vous le rappelle, je suis conseiller immobilier, manager, formateur pour un grand réseau. Si vous avez des projets de vente, des projets d'achat, si vous voulez vous reconvertir dans l'immobilier, vous voulez devenir conseiller ou conseillère immobilier, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, un nouveau sujet. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'ai besoin d'aide pour le référencement YouTube parce que la chaîne est nouvelle et pour le moment, il n'y a pas encore une grosse visibilité. Donc n'hésitez pas. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao!